tout le monde est heureux à présent. Cet adage traverse l'entièreté de l'œuvre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Plus qu'un constat, il est présenté aux membres de sa société comme une évidence incontestable, un conditionnement qu'on leur répète dès le plus jeune âge jusqu'à ce qu'il soit parfaitement acquis. Il témoigne d'un projet de société finalement atteint, d'un ultime but toujours recherché et enfin accompli. Mais quel bonheur! Celui des sens, du plaisir inconditionnel, de l'absence de trouble. Celui d'une stabilité sociale complète, d'un écartement de la douleur autant physique que psychique, quel qu'en soit le prix. Du rejet de toute forme de religion, de solitude, d'art trop intense, d'une subordination de l'ensemble des faits sociaux à cet objectif. Celui d'une dystopie sensibiliste. On pourrait presque y voir, poussé à l'extrême, certaines conceptions matérialistes, mettant au centre de leurs propos la question des sens, généralisée à un projet global pour le monde humain. Quel avenir pour une éthique ne considérant que le plaisir face au pouvoir dystopique du meilleur des mondes? Cette recherche incessante de l'absence de trouble, du plaisir comme bonheur, semble de prime abord renvoyer directement à l'éthique d'Épicure. Dans cette première partie, nous allons donc nous concentrer sur ce parallèle. Nous allons voir si l'imaginaire de Huxley, si les avancées technologiques auxquelles il était confronté et les enjeux sociaux de son époque, si tout ce qui constitue son temps et l'a amené à construire cet ouvrage ne dépasserait pas inexorablement les fondations épicuriennes et de son bonheur comme ataraxie. La comparaison avec Épicure, en effet, ne s'inscrit pas nulle part. La société du roman d'Aldous Huxley s'inscrit dans des premières convictions similaires. Rien de ce qui existe ne se comprend en dehors du cadre de la matière. Ce qui existe et n'est pas matière ne peut être que le vide. Pas de Dieu transcendant, pas de monde des idées nous étant supérieur, pas d'ami matériel. Si les citoyens du meilleur des mondes parlent d'âme, c'est pour désigner un vieux concept incompréhensible, qu'on ne retrouve plus que dans les réserves de sauvages. Si Épicure utilise le mot âme, c'est pour désigner un accident de la matière, un agrégat de particules, d'atomes aux propriétés particulières, rien de plus. Et la propriété de cette âme, justement, est d'avoir des sens. L'homme, de par son âme, s'inscrit dans la nature matérielle comme être sensible. Dès lors, ce n'est pas ailleurs que le philosophe cherche le bonheur. C'est ainsi qu'il en vient à l'attribuer à la recherche des plaisirs, et plus particulièrement de l'absence de trouble. Et il semblerait que le meilleur des mondes partage ce constat. Mais déjà maintenant, un peu de connaissance d'Épicure en ayant simplement lu sa lettre à Hérodote pose question. En effet, dans la lettre, il met en place certes une doctrine du plaisir, mais basée sur la mesure. Il établit une hiérarchie bien précise des plaisirs, se concentrant principalement sur ceux étant à la fois naturels et nécessaires, et de toujours rejeter les plaisirs simples et rapides s'ils procurent plus tard du trouble. Et c'est tout le contraire dans la société de notre dystopie. Tout plaisir quel qu'il soit, tant qu'il va dans le sens de l'ordre social, est favorisé. Certes, mais à y regarder de plus près, la mesure épicurienne, ou du moins certaines de ses composantes, n'a plus cours dans le roman. Aucun plaisir ne peut provoquer de troubles ultérieurs, ou bien il sera bien vite dissipé. La drogue légale, appelée le soma, est spécialement développée pour n'avoir, sauf en cas de consommation plus qu'excessive, aucun effet secondaire. Le conditionnement et les manipulations génétiques sur tous les individus permettent à leur désir à la fois de ne s'orienter vers rien qui puisse leur nuire, mais surtout vers rien qui ne puisse nuire au bon ordre social. Les plaisirs naturels et nécessaires se situent justement dans l'excès, dans la consommation, dans ce qui met en branle la société telle qu'elle est construite. La mise en place concrète de l'ataraxie est entièrement socialisée. Et cette socialisation est entièrement naturalisée dans l'ensemble de l'existence des citoyens. Et on peut déceler d'une certaine manière un même mouvement en ce qui concerne la position face à la connaissance. Si Épicure voit dans le savoir, dans la vérité, et plus particulièrement dans la pratique philosophique, un chemin privilégié vers la béatitude, tandis que l'administrateur mondial du meilleur des mondes est explicitement prêt à rejeter la science et le vrai s'il ne concorde pas avec le bonheur, il ne s'agirait pas d'occulter le véritable but de cette connaissance dans la conception épicurienne. Ainsi comme on le dit dans la lettre à Hérodote,
cite, « Ce qui relève de l'enquête sur le coucher et le lever, le solstice, l'éclipse et tous les faits qui leur sont apparentés ne conduit plus en rien à la véritable béatitude que procure la connaissance. Au contraire, ceux qui consacrent à l'étude de ces faits, tout en ignorant leur nature et les causes vraiment fondamentales, éprouvent les mêmes peurs que s'ils n'avaient pas ce supplément de connaissance. Peut-être même en éprouvent-ils plus encore, dans la stupeur que suscitent les considérations supplémentaires sur ces objets, ne peut être dissipée par la compréhension ordonnée des faits vraiment fondamentaux. Si l'on voit bien qu'il y a là une différence fondamentale entre la conception de la connaissance, s'attachant au vrai et à la nature des choses chez Épicure, et qui est plutôt vue d'un point de vue uniquement technique dans le meilleur des mondes, un fait est pourtant commun à ces deux conceptions. La connaissance dans son ensemble est profondément liée à la conception du bonheur, ou de la béatitude. Si Épicure, plutôt que de subordonner l'une à l'autre, semble dans une certaine mesure, en bon grec, les identifier, lui qui voulait que rien ne puisse, je cite, entrer en conflit avec les faits évidents, ordonnait sa conception épistémologique autour de la question des sens, et la recherche de la vérité autour de celle du bonheur. La spécificité du meilleur des mondes, alors, serait plutôt de séparer ces deux concepts, en gardant une fondation sensible. On voit bien qu'il y a là deux visions, pourtant fondées sur le même socle, relativement antagonistes. Et si on peut voir dans le roman des sujets ne se satisfaisant pas des réponses simplistes de leur société, cherchant quelque chose de plus en plus fondamental, il n'en reste pas moins que ces individus sont avant tout présentés comme des accidents de l'ordre social. Un ordre social qui, justement, prétend transcender par sa propre béatitude les recherches fondamentales. C'est donc justement plutôt vers cette stabilité sociale, dans cette organisation politique en somme, que nous devons continuer nos pérégrinations. En effet, on peut difficilement voir chez Épicure une caractéristique proprement sociale à l'ataraxie. Or, dans le meilleur des mondes, le bonheur ne peut en aucun cas se séparer de sa dimension proprement politique. Un individu n'est heureux qu'en tant qu'il est inscrit dans la société. D'ailleurs, il est presque problématique ici de parler d'individu. Tout l'objectif de l'organisation de cette société est de désindividualiser ses membres au maximum. Ainsi, un citoyen n'est qu'une partie anecdotique d'un tout bien organisé. Son plaisir, sa recherche de bonheur, se met nécessairement au diapason de celui de l'entièreté de ses congénères, en somme de l'organisation sociale. Pour saisir plus en détail de quoi il est question ici, il s'agit de parler quelque peu d'Aristote. En effet, l'administrateur mondial parle du bonheur comme d'un souverain bien. Or, cette thématique est à la base proprement aristotélicienne. Le bonheur est l'orientation naturelle de l'homme, ce vers quoi il désire s'orienter en réalité, dès qu'il s'oriente vers un bien particulier. Le bonheur est le bien pour lequel on s'oriente vers les autres biens, il est le but que l'on cherche dans les autres biens particuliers. Et c'est dans un de ces mouvements finalistes que se construit chez Aristote la politique comme science architectonique, c'est-à-dire qui organise toutes les autres sciences. Le bonheur humain chez Aristote est avant tout une orientation, une fin vers laquelle il est dirigé, et une fin qui ne peut se construire qu'au sein d'une constitution politique particulière, qui elle aussi est orientée vers une fin propre, vers le bonheur de chacun de ses citoyens. Chaque citoyen a son importance dans la cité et participe à sa qualité. Mais arrêtons-nous là. D'une part parce que survoler ainsi Aristote nous fait presque tomber dans la caricature. De l'autre car en opposition totale avec le meilleur des mondes, Aristote fonde sa conception du bonheur autour d'une part d'une notion de moyen terme entre deux extrêmes, de juste mesure pour ainsi dire, et d'autre part autour d'une pratique des vertus, c'est-à-dire d'une action quotidienne qui n'est pas parfaitement bonne, mais s'oriente par l'habitude vers le bien. Or c'est justement là ce qui fait réellement la spécificité de la société dépeinte par Aldous Huxley, par rapport à ses conceptions antiques. Le rejet du finalisme de toutes sortes. Si même chez Épicure, je cite, « le plaisir est principe et fin de la vie bienheureuse », l'administrateur mondial rejette justement catégoriquement cette idée de fin, de but à suivre, d'objectif pour l'ensemble de la société. Il ne s'agit plus, dans le meilleur des mondes, d'un souverain bien à atteindre,
l'ataraxie, l'absence de souffrance dans leur conception, est là. C'est en ça qu'elle prétend dépasser une forme d'éthique qui ne soit pas sociale, un resserrement sur l'individu. Dans l'organisation de la stabilité sociale, chacun atteint l'ataraxie. Il n'est plus besoin, comme chez Aristote, que chacun pratique ses vertus, s'oriente avec les moyens que la nature lui a donnés pour avoir la place qui lui convient dans la cité. Le bonheur du meilleur des mondes ne se pratique pas, il est présent. La nature des citoyens est modifiée à l'envi pour correspondre aux besoins de la cité, pour garantir à chacun l'absence de tout trouble, sans qu'ils doivent la rechercher. C'est en ce sens seulement que le meilleur des mondes peut dépasser les considérations éthiques basées sur l'ataraxie. Sauf que tout cela doit reposer sur une parfaite maîtrise des conditions à la fois sociales et naturelles du cheminement de ses citoyens. Et même dans le roman lui-même, des erreurs existent. Des hommes s'individualisent, sortent des cadres sociaux, et rebondissent même sur des événements imprévisibles pour modifier le cours de leur existence. Et c'est là bien tout le problème. Pour dépasser complètement une visée éthique en se basant sur un bonheur uniquement sensible par une socialisation totale, il faut non seulement conditionner les besoins, mais aussi conditionner l'infaillibilité et la nécessité. Rien ne doit être laissé au hasard. La contingence, qu'elle soit le fruit d'une possibilité réelle du hasard et de la liberté de choix, ou une incompréhension ou une imitation de nos visions prédictives, n'a pas sa place dans la désindividualisation. Or justement cette contingence, ou en tout cas cette imprévisibilité, cette résistance, est inséparable de la nature sur laquelle se base cette conception sensible. Épicure déjà donnait aux atomes des propriétés contingentes, les laissant se déplacer parfois de façon aléatoire. S'il s'en servait pour justifier le libre arbitre, ce qui nous intéresse pas ici, il permet en tout cas de se détacher d'une suppression de l'éthique épicurienne par le meilleur des mondes. Socialiser l'ataraxie comme modèle politique à atteindre absolument, quel qu'en soit le moyen, sort du cadre de l'éthique épicurienne, mais ne l'invalide pas. Tous les conditionnements, toutes les modifications génétiques en vue de changer la nature des hommes ne leur enlèvent justement pas cette caractéristique fondamentale, d'être des hommes en tant qu'êtres naturels sensibles, et donc contingents, ou en tout cas jamais entièrement prévisibles et modifiables. C'est justement en gardant des bases épicuriennes, en gardant un matérialisme sensible dans ses postulats, que le meilleur des mondes ne sort pas d'une éthique personnelle de l'absence de trouble.